réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. L'ouragan Milton, déjà catégorie 5, se dirige tout droit vers la région de Tampa, en Floride. Et ça, c'est quelques jours à peine après que l'ouragan Hélène ait laissé la dévastation et 120 morts sur son passage. Vous avez vu les images en Floride, en Georgie, en Caroline du Nord également, des scènes de dévastation absolument épouvantables. Alors là, à Tampa, on se prépare à l'arrivée de la tempête. On verra si l'ouragan Milton sera toujours de catégorie 5 quand il frappera la terre ferme. Peut-être que ce sera un peu moins lourd, mais il n'en reste pas moins qu'on s'attend à des vents violents, à beaucoup de pluie également. Charles Saint-Maurice est un résident de Tampa. Monsieur Saint-Maurice, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Dites-moi, M. Saint-Maurice, à quoi ressemble la situation là, au moment où on se parle? La situation au moment où on se parle, nous, on était en vacances au Colorado chez notre fille. On est arrivé cet après-midi. Et première chose qu'on a vue, c'est que le vol qu'on a pris entre Atlanta et ici, que j'ai pris souvent quand je travaillais, qui est toujours plein, était au tiers. Alors, personne s'en vient ici et au contraire, à l'aéroport, tout le monde partait d'ici. Après ça, on a reçu une ordre d'évacuation de notre comté de Pinellas, qui est en effet, qui a commencé dans 3 heures cet après-midi. Et puis, c'est une évacuation obligatoire pour toutes les zones A, B et C. C'est des zones dépendant d'où on est par rapport au niveau de la mer. Comme zone A, c'est jusqu'à 11 pieds. Zone B, c'est 20 pieds. Zone C, c'est 20 à 28 pieds et ainsi de suite. Alors, tout ce qui est en bas de 28 pieds du niveau de la mer, dans le comté, on est en évacuation. Ça nous inclut. Et on prévoyait justement évacuer, hors d'évacuation ou non, quand on regarde la force de cet ouragan-là, ainsi que sa trajectoire, là, on est dedans. Là, ça peut varier d'à peu près 80 km au nord ou au sud, mais on va être dedans et puis ça va être un des plus violents qu'on a subi là, depuis très longtemps. Ah oui, on dit que dans la région de Tampa, là, il n'y a pas eu d'ouragan aussi violent depuis 1921. Dites-moi, M. Saint-Maurice, au moment où on se parle, là, la météo, ça a l'air de quoi? Bien, vous savez, j'appelle toujours ça le calme avant la tempête. Hein? C'est un drôle de feeling, c'est un petit peu nuageux, il y a un vent tiède, puis c'est toujours la même chose. Alors, la pression barométrique, on sent qu'elle baisse, et puis c'est toujours comme ça. Puis, par contre, si je savais pas qu'il y a un ouragan qui s'en vient, je dirais, c'est condition normale, mais c'est toujours comme ça, 24 à 48 heures avant l'arrivée de la tempête. Et puis, on se prépare en conséquence pour celle-là. Là, on n'a jamais évacué depuis qu'on est ici, ça fait 10 ans. Et puis, là, celle-là, on prend pas de chance parce que le vent va être fort, la crue des eaux va être forte. Et ce qui est dommage, c'est que ça fait suite à Hélène qui a fait énormément de dommages tout le long de la côte. On connaît beaucoup de gens qui ont perdu leur maison, qui ont eu des dégâts importants dans leur maison. Un peu partout ici tout le long. Nous, on est à peu près à 1 kilomètre de la côte, alors ça nous sauve. On est un petit peu plus élevé, on est à peu près à 28 pieds. Mais si tu es sur le bord de la mer, là, encore une fois, ils vont subir le coup, puis ils ne sont pas encore relevés du premier coup qui était Hélène. Alors, c'est vraiment affreux pour cette population-là qui va subir ça. Oui, puis la barrière naturelle qui pouvait donner un minimum de protection, elle a été emportée par Hélène. Hein? On dit que les dunes de sable, évidemment, ont été aplaties. Il y a des arbres qui ont été déracinés. Alors, tout ça complique la situation. Dites-moi, M. Saint-Maurice, vous, dans quel genre d'habitation vous restez? Vous habitez une maison unifamiliale, une tour à condo? Ça ressemble à quoi? Une maison unifamiliale dans un petit quartier de maison unifamiliale, là. Un peu comme une banlieue du Québec, si on veut. Là. Et quels sont les travaux là, que vous devez faire pour vous préparer, pour protéger votre propriété? Bien, on avait déjà commencé avec Hélène. Alors, tout ce qui est à l'extérieur, on met ça dans le garage. Tout ce qui peut partir au vent, devenir un projectile, on range ça ou on l'attache. Et puis, on fait des provisions d'eau parce que si jamais le réseau d'aqueduc et d'égouts flanche, ben ça prend de l'eau. Alors, on fait des provisions d'eau et à boire et aussi de l'eau pour chasser la toilette. Alors ça, c'est important aussi. Heureusement, j'ai une bonne génératrice qui fonctionne au gaz naturel et on a le gaz ici, donc
je peux faire fonctionner ça. Je n'ai pas besoin de me tracasser que si je manque d'essence, puis les postes d'essence sont fermés, puis ma génératrice peut plus fonctionner. Alors, c'est les précautions que j'ai prises parce que quand tu habites ici, il faut être prêt parce que c'est pas la veille qu'il faut aller chercher une génératrice. Parce qu'il n'y en a plus, ils sont tous partis. Et puis, il faut être prêt. Est-ce que vous allez quitter, là? On quitte demain. On a la chance d'avoir des bons amis qui habitent à peu près à 100 km au nord ici, un peu à l'est, où ça va être vraiment moins violent qu'ici. Et ces gens-là, en passant, ont perdu leur maison dans Katrina, en Nouvelle-Orléans. La maison a été complètement submergée dans l'eau. Alors, sont très, très bien équipés pour faire face aux ouragans. Leur maison, c'est comme un bunker. Ils ont pris un architecte pour vraiment mettre ça très robuste, résistant au vent et à l'eau. Et ils sont élevés en plus, donc ils n'ont pas vraiment de problème de ce côté-là. Bon, dites-moi, M. Saint-Maurice, est-ce que vous êtes capable d'assurer votre maison à Tampa? On a lu beaucoup de reportages là, sur les difficultés d'obtenir une assurance habitation compte tenu des phénomènes violents là, météorologiques. Oui, c'est une bonne question. Nous, on n'a pas eu de problème. On a une compagnie d'assurance qui est très bien, qui nous couvre bien, et puis c'est pas si dispendieux que ça. C'est pas donné comparé à, mettons, au Québec, mais c'est quand même raisonnable compte tenu du risque. Mais il y a ce qui s'appelle la Citizens Insurance, je crois. C'est une assurance gouvernementale de l'État. Et puis là, après Hélène, ils ont décidé d'annuler les polices d'un grand nombre de leurs clients. Alors ça, c'est un peu difficile là, de ce côté-là. Ces gens-là n'ont plus d'assurance, si on veut, et il faut qu'ils s'en trouvent une autre. Mais nous, on était stable avec la même boîte là, depuis plusieurs années, et puis ils nous traitent bien. Bon. Ben écoutez, faites attention à vous. Oui. Faites attention à vous, Merci. Soyez prudents et puis on vous reparlera peut-être au besoin là, selon l'évolution de l'ouragan au cours des prochains jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Charles Saint-Maurice est un Québécois qui est établi dans la région de Tampa. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Oui, le Québec de demain, c'est notre segment où on accueille avec plaisir des gens qui contribuent à façonner la société d'aujourd'hui, mais la société de demain également. À quoi ressemblera le Québec dans 10, 20 ou 30 ans? Ben, c'est beaucoup la part de ces gens-là qui donnera la réponse à cette question-là. Alors aujourd'hui, je reçois un entrepreneur social que vous connaissez bien. Il est régulièrement présent dans les médias, écrit une chronique régulièrement dans la presse également. Il s'agit de Fabrice Ville. Fabrice, bienvenue. Merci de m'accueillir. Fabrice, tu es un passionné de basketball depuis toujours. Puis on dirait que le basket a façonné l'homme que tu es devenu. Tout à fait. Le basketball, j'ai commencé à jouer au soccer d'abord et avant tout. Mon père m'avait inscrit au soccer. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé à jouer au basketball dans la cour de récréation, j'avais peut-être 8 ans, que je suis tombé amoureux du sport, commencé à jouer dans une équipe. Et au-delà du sport en tant que tel, le basketball, c'est un sport fascinant. Les coachs que j'ai eus, les entraîneurs de sport qui m'ont accompagné durant le secondaire, c'est ce qui a contribué à façonner la personne que je suis. Leur attention que ces coachs-là portaient au-delà de l'aspect technique, tactique, physique, mais vraiment au niveau émotionnel, au niveau de ma confiance en moi-même. Ça a été un précieux cadeau. Donc, et moi, je suis moi-même devenu entraîneur. Donc, cette expérience-là a été significative pour moi, c'est sûr et certain. Bon, raconte un peu aux gens qui te connaissent moins comment tu as pris cette passion pour le basketball pour servir la société québécoise. Oui. J'ai grandi en observant plusieurs inégalités sociales de par mon vécu à Montréal. Je suis né ici. Né dans l'est de Montréal où il y a beaucoup de pochettes de pauvreté, mais j'ai fréquenté des milieux, disons, plus aisés. Donc, j'ai été un peu observateur des inégalités. Puis, de manière toute simple, le potentiel de l'entraîneur de sport comme vecteur de différence m'est venu parce que, bon, j'en ai bénéficié, comme je l'ai mentionné. Moi-même, devenu entraîneur, j'ai tenté de redonner au suivant. Et de fil en aiguille dans ma vie, j'en suis venu à me demander
pourquoi est-ce qu'on n'accompagne pas les entraîneurs justement pour qu'ils soient le plus possible à jouer ce rôle de vecteur de changement? Donc, l'organisme que j'ai fondé pour 3 points, c'est un organisme qui fait essentiellement ça, coacher des coachs de sport pour les accompagner les jeunes positivement de manière à ce que ces jeunes-là réussissent au plan éducatif et social. Donc, finalement, c'est un programme dont la finalité est d'accompagner le jeune, mais en utilisant le modèle du coach comme modèle de changement. Bon, le segment s'appelle Le Québec de demain, puis on va évoquer le Québec de demain dans un moment. Mais le Québec d'aujourd'hui, Fabrice, comment tu le vois? Je dirais que le Québec d'aujourd'hui, c'est un Québec qui est à l'image aussi du monde dans lequel on se trouve, là, parce qu'on est dans un monde en haute transformation, avec plusieurs crises, malheureusement. Et je pense que le Québec y échappe pas. C'est la première des choses qui me vient à l'esprit. Je pense que c'est un Québec qui est en mouvement. Une des choses que je constate quand je pense à ce Québec-ci, c'est la question du pluralisme, en fait, qui est une question qui est centrale dans ce à quoi je porte beaucoup attention. Les vagues migratoires qui rentrent en collision avec la constante redéfinition de l'identité québécoise est un défi, en fait, plus que jamais. L'autre chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est un Québec qui est assis sur de belles ressources naturelles. Et là-dessus, peut-être que ça me porte vers le futur, on verra à travers notre conversation, mais je me demande en fait à quoi le Québec va ressembler à la lumière de ces ressources-là qui sont présentes sur le territoire, et on peut les prendre pour acquis, mais il y a des territoires pour lesquels les ressources ne sont pas présentes. Bon, tu mets un peu en opposition, c'est le débat du jour, vague migratoire avec identité québécoise, puis on le sait, ces temps-ci, c'est le dossier chaud au Québec. Quand tu entends le premier ministre du Québec dire qu'il faudrait expulser la moitié des demandeurs d'asile présentement au Québec ailleurs, comment tu réagis? La première chose que je dirais, c'est que ça tombe dans une série de déclarations que notre premier ministre et d'autres politiciens ont déjà faites que je trouve inacceptables. Et je passe rapidement là-dessus parce que beaucoup de gens réagissent sur cette question-là, puis je le fais. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse dans cette conversation-ci, c'est le phénomène. Je suis d'avis qu'on est invité à réaliser que les vagues migratoires ne cesseront pas. Peu importe ce qu'on fait. L'état du monde actuellement, en raison des états naturels et des crises sociales, va faire en sorte que le monde va bouger de plus en plus. Et souvent, en fait, les mouvements se font parce que l'Occident provoque des crises dans les pays du Sud notamment. Et la grande question pour moi, c'est comment est-ce que le Québec va réussir à se transformer en préservant son identité, mais en accueillant ces mouvements-là. Et je pense qu'on peut pas uniquement être dans un esprit de protectionnisme. On s'en sortira pas. Et donc, je pense que c'est au-delà de la question de la vertu du commentaire, je pense qu'il faut penser de façon visionnaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut accueillir les personnes et garder une identité qui est forte en étant en mouvement, tout simplement, en fait. Est-ce que c'est réalisable? Je sais pas si c'est la question. Je sais pas si la question se place à travers le prisme du réalisme ou non, parce que ça va arriver de toute façon. Et si on n'apprend pas à être en mouvement ensemble et à se métisser ensemble, tout ce qui reste en fait, c'est de l'opposition jusqu'au conflit extrême. Et donc, je pense qu'on n'a pas le choix d'accueillir cette question-là et de penser à un Québec qui va se redéfinir, parce que ces mouvements-là vont continuer à arriver, en fait. Comment tu vois le Québec évoluer au cours des prochaines années? Tu viens de poser les défis, là, en gros, deux ou trois grands défis. Beaucoup de gens s'entendent sur la nature de ces défis-là. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a les mêmes réponses pour essayer de les harnacher puis de trouver des réponses. Mais comment tu vois le Québec évoluer d'ici 15 ou 20 ans? En clair, es-tu optimiste? C'est drôle, hein? Ma copine est enceinte, elle va donner naissance dans 1 mois. Donc, bravo, littéralement. Félicitations. Merci. Donc, je pense que ça m'invite à l'optimisme. De penser que ma copine et moi avons donné naissance et je vais être papa, et donc les enjeux du futur vont m'interpeller d'autant plus. Ils m'interpellaient déjà, mais ils vont m'interpeller d'autant plus. Mais quand je pense à ce futur-là, je pense aussi au présent, et je reviens sur le privilège qu'on a de vivre sur un lieu comme le Québec, un lieu où on est à peu près 8 millions sur la population, dans un territoire quand même assez grand pour les 8 millions, beaucoup d'espace.
on a des infrastructures sociales qui sont enviables, notamment en éducation. Je pense aussi à une certaine qualité de vie qui était présente. Pour moi, la question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à cultiver ça à l'avenir? Je pense que les gouvernements qu'on a eus aujourd'hui, mais dans les dernières décennies, pour certains, ont un peu trop insisté sur la question économique, mais je pense que de ramener la confiance entre les citoyens, ça ramène entre autres les questions identitaires au goût du jour, me semble important, mais aussi les questions sociales. Donc, c'est un mélange de l'économie, du social et de la confiance dans les individus. Mais on n'est pas très loin au Québec. La question, c'est de réaliser qu'on peut être un modèle. Des fois, on pense à la Scandinavie comme un modèle. Le Québec aussi peut en devenir un. Et donc, je pars avec les défis qu'on a. Je parlais des infrastructures sociales comme étant l'éducation, oui, mais ça s'effrite de plus en plus, mais on est capable de ramener ça, je pense, à l'ordre du jour. On a tellement de problèmes en éducation. Ça ne fait pas peur? Ça, un peu, on regarde le déficit de professeurs, installation scolaire en des études très souvent, école à 3 vitesses, certains sont d'accord, d'autres non, place du privé par rapport au secteur public. Il me semble que les problèmes sont tellement nombreux. Tout à fait. Je repose sur ce que j'ai vu sur le terrain en éducation, donc j'ai pas la prétention d'avoir toutes les solutions. Il y a 2 choses sur lesquelles j'insisterai. La première des choses, c'est l'importance de la mixité en éducation. Donc, ça ramène la question des 3 vitesses de l'école. Est-ce qu'on peut arriver à avoir des modèles où on met les élèves ensemble? La presse avait publié un article, dossier même, assez intéressant sur cette question-là. Je pense que ça me vient, moi, ayant fréquenté l'école privée, je le sais ce que ça fait aussi des milieux trop exclusifs. Ça peut créer des problèmes et on est appelé à mixer davantage les groupes. La deuxième des choses, je pense que on voit beaucoup trop l'école comme étant linéaire et comme étant un chemin unique vers le succès. Tout récemment, on a eu la coupure des programmes d'adaptation scolaire au Centre de services de Montréal. Moi, j'ai vu ce que ça fait comme étant positif pour ces jeunes-là d'offrir un apprentissage adapté. On peut pas presser les élèves à performer. Et donc, si on s'adapte au rythme des élèves et si on les mélange ensemble, déjà là, on a des vecteurs de solutions. Fabrice, on pourrait poursuivre cette conversation-là encore longtemps. C'est super intéressant de te parler. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très content, merci. À une prochaine. Fabrice Ville est entrepreneur social. Il est cofondateur et président de l'organisme Pour 3 points. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Nous sommes le 7 octobre, donc il y a 1 an exactement, l'attaque terroriste du Hamas contre Israël déclenchait une réponse massive de l'armée israélienne sur Gaza. Depuis, Israël n'a pas réussi à secourir les derniers otages qui sont toujours prisonniers du Hamas, malgré une opération militaire très, très intense. Le petit territoire palestinien, lui, croule sous les décombres et les morts, et le conflit risque maintenant de s'étendre à toute la région. Le Hezbollah au Liban est impliqué. L'Iran aussi s'en est mêlé en tirant 170 missiles sur Israël mardi dernier. Alors, pour faire un retour sur une année de guerre lourde de conséquences et évoquer un peu l'avenir dans la mesure où c'est possible de le faire, on rejoint en Israël la journaliste indépendante Clémence Dibou. Clémence, bonjour. Bonjour à vous. Clémence, dites-moi comment s'est déroulée la journée d'aujourd'hui en Israël? Une journée très lourde en émotions et surtout très très longue. Elle a commencé à 6h23 du matin très précisément sur le festival Nova où en fait maintenant c'est juste à côté de la bande de Gaza. C'est là où s'était tenu le festival il y a 1 an. C'est devenu une sorte de mémoriel où il y a les panneaux et les affiches de ces victimes du 7 octobre. C'est environ 1/4 des 1200 morts du 7 octobre qui sont morts sur place. Les familles des proches, des victimes, des rescapés aussi se sont donné rendez-vous à 6h23 du matin. Ils ont joué la dernière musique qu'avait mis le DJ. Et puis, tout s'est arrêté à l'heure dite. D'un coup, le silence. Il y a eu des cris de famille, de pleurs. Ça a été très, très, très touchant, beaucoup d'émotions. Et puis, tout au long de la journée, alors il y a eu un discours du président Herzog, du président israélien Herzog sur place. Il y a eu beaucoup de prises de parole. Et tout au long de la journée, il y a eu beaucoup de cérémonies plus ou moins grandes, plus ou moins intimistes, notamment par exemple dans les kibboutz. C'est ces petites communautés, ces petits villages juste à côté de Gaza où il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. En général, là, c'était des cérémonies privées, fermées à la presse. Et puis, il y a eu ce soir ici, puisqu'on est déjà le soir à Tel Aviv, une grande organisation en parallèle des familles des otages qui se sont réunies pour un concert très émouvant. C'était assez triste. Et la soirée s'est terminée avec la commémoration officielle, boudée par toutes les stars. Il n'y avait pas de public, elle était enregistrée
officiellement pour des raisons de sécurité, officieusement parce qu'on avait peur dans le gouvernement de réaction ou de manifestation à ces hommages officiels. Quel genre de réaction craignait-on? Eh bien, par exemple, à cette commémoration des familles d'otages, on a entendu beaucoup de tristesse, évidemment, mais beaucoup de colère, beaucoup de politique, parce que pour ces familles d'otages, il y a encore une centaine d'otages à Gaza. Benjamin Netanyahou est responsable qu'il n'y ait pas sur la table de deuxième cessez-le-feu, de deuxième négociation pour libérer des otages. Et puis aussi parce que pour beaucoup d'Israéliens, Benjamin Netanyahou, en tout cas le gouvernement politique, est responsable de ne pas avoir vu cette préparation du 7 octobre. Il y a ce qu'on appelle ici les guetteuses. Ce sont des jeunes jeunes soldats israéliennes qui avaient fait remonter des activités de la part du Hamas qui aurait pu empêcher ce 7 octobre, mais ces signaux n'avaient pas été pris au sérieux. Et donc, pour beaucoup d'Israéliens aujourd'hui, c'est une faute d'abord politique et ensuite des renseignements. Clémence, vous évoquez un éventuel cessez-le-feu, les négociations en fait en vue d'un cessez-le-feu, négociations qui bien sûr, on le sait, n'ont pas abouti. Est-ce qu'en Israël, il y a encore des gens qui croient aujourd'hui là, à la suite de l'expansion du conflit au nord, c'est-à-dire avec le Hezbollah au Liban, est-ce qu'il y a encore des gens qui croient à un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël dans un avenir plus ou moins rapproché? En fait, quand on en parle avec les Israéliens considèrent que c'est le Hamas qui ne veut pas de cessez-le-feu parce que c'est un groupe terroriste et qu'il n'a aucun intérêt à faire un cessez-le-feu. Voilà l'état d'esprit des Israéliens. Et effectivement, ce que l'on entend, c'est que les négociations sont complètement au point mort. Il y avait des tentatives de négociation avec au moins tous les acteurs autour de la table, le Mossad, les services de renseignement israéliens, le Hamas, l'Égypte, le Qatar, des négociations qui n'aboutissaient pas, qui chopaient souvent sur des détails, mais il y avait des négociations. Et vous avez raison, depuis quelques semaines, il n'y a même plus de représentants à cette table de négociation. C'est donc complètement au point mort, encore plus depuis qu'il y a une opération terrestre qui a été lancée plus au nord cette fois, au Liban. Comment les Israéliens évaluent cette opération au nord contre le Hezbollah? Bien sûr, on l'a vu, il y a eu des scènes de réjouissance après l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, mais dans une optique plus large, est-ce que les gens pensent que ça peut augmenter la sécurité d'Israël ou au contraire, ça risque d'embraser encore plus la région? Oui, ça a été vu comme une victoire militaire, la mort d'Hassan Nasrallah ici en Israël, parce que le Hezbollah, eh bien, c'est ceux qui tirent les roquettes depuis le nord, depuis le sud du Liban vers le nord d'Israël, et il y a quasiment 70 000 évacués du nord d'Israël depuis un an, depuis le 7 octobre, depuis que le Hezbollah tire des roquettes. Alors, ça ne fait pas énormément de blessés, de victimes, parce qu'il y a le dôme de fer, mais ça empêche les gens de vivre dans le nord, et il y a 70 000 déplacés. Alors, au-delà de l'image de carte postale, parce que souvent ils sont pris en charge dans des stations balnéaires, on pourrait se dire qu'ils sont à l'hôtel, sauf que ce sont des enfants qui sont déscolarisés depuis un an, ce sont des parents qui ne peuvent pas travailler. Et pour les Israéliens, il faut bien régler une fois pour toutes cette question du retour à la maison, du retour au nord de ces Israéliens. Et pour ça, pour beaucoup d'Israéliens, ça ne peut se faire que par une incursion terrestre qui pourrait repousser le Hezbollah au-delà de ce qu'on appelle ici une rivière référence de la Litanie et qui permettrait de faire une zone tampon et que le Hezbollah ne puisse plus tirer de roquettes vers Israël. Mais on a aussi entendu, et notamment auprès des habitants du Nord, là où je me suis rendue, on a aussi entendu le discours qui disait « Attention, l'opération terrestre, c'est coûteux en vie humaine ». On se rappelle de l'incursion terrestre israélienne au Liban en 2006, qui avait coûté beaucoup de vies humaines aux soldats. Et l'armée en Israël, c'est aussi une armée de jeunes appelés qui ont souvent entre 18 et 21 ans, et c'est souvent un lourd tribut à payer pour la société israélienne. Quelle est la popularité aujourd'hui du premier ministre Benjamin Netanyahou? Elle semblait assez basse jusqu'à l'attaque contre le Hezbollah. Je pense que l'élimination de Nasrallah a favorisé sa cause, clairement. Mais aujourd'hui, comment est-il perçu en Israël? Eh écoutez, factuellement, les sondages disent que le Likoud, que Benjamin Netanyahou remonte dans les sondages. Pourtant, quand on parle à la société, et d'ailleurs plutôt à gauche de Tel Aviv, on ne sent pas plus d'engouement pour Benjamin Netanyahou. Alors comment l'expliquer? En fait, c'est surtout la partie de l'extrême droite de l'opinion qui est représentée par le ministre de l'Intérieur Ben Gvir, par exemple, ou encore le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui sont très à droite, suprémacistes. C'est dans cet électorat-là
que vient chercher Benjamin Netanyahou, que vient chercher le Likoud, qui devient de plus en plus populaire. Et c'est aussi pour ça que ces détracteurs, que ces opposants, qui sont très nombreux, c'est une minorité bruyante qui tous les samedis soirs vient faire des manifestations sous le siège du gouvernement à Jérusalem et à Tel Aviv, eh bien, ces manifestants d'opposition expliquent que c'est aussi un peu pour ça qu'il y a une deuxième guerre, un deuxième front, notamment au Liban. C'est parce que tant que Benjamin Netanyahou fait la guerre, il ne peut pas faire d'élections. C'est ce que disait par exemple un ancien opposant, Ehud Barak, qu'on ne peut pas faire des élections quand il y a des roquettes qui sont lancées dans le pays, et que donc ça fait aussi tout ça le jeu de Benjamin Netanyahou. Clémence, en terminant, là, j'ai lu plusieurs articles au cours des dernières semaines à propos de l'économie d'Israël. Il y a tellement de gens qui sont sous les drapeaux qu'il y a des pans entiers de l'économie là, qui manquent de travailleurs. Est-ce que sur le terrain, on ressent un ralentissement économique ou pas vraiment? Franchement, dans la vie quotidienne, si ce n'est les prix qui commencent parfois à augmenter. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation majeure parce que Israël aime à se définir comme la Startup Nation, souvent des créations qui permettent à l'armée israélienne d'avoir des technologies d'avance. Et c'est vrai que tout cela, c'est quelque chose qui coûte très cher à fonctionner. Et là, au moment même où je vous parle, j'ai l'impression qu'il y a un dôme de fer. Je ne suis pas bien sûr ce que je veux dire. Donc, pour vous montrer un peu... Clémence, on vous entend mal. Vous dites quoi? À l'heure actuelle, il y aurait de la défense antiaérienne qui sera en opération? J'ai l'impression, effectivement, oui, qu'il y a la défense antiaérienne au-dessus de nous. C'est assez confus comme situation. Mais ça vous montre un peu la vie quotidienne ici à Tel Aviv. La vie, elle est à peu près comme tous les jours. Mais vous voyez, on a une conversation et puis, on lève les yeux au ciel pour voir s'il n'y a pas une défense antiaérienne au-dessus de nous parce qu'il y a eu des gros booms autour de nous. Je regarde les gens autour de moi qui ont l'air de regarder aussi. Mais écoutez, de toute façon, je suis contre un mur. Donc, normalement, je suis abritée. Pour terminer sur cette histoire, effectivement, on sent que l'économie, la macroéconomie, commence à pâtir de cette guerre qui coûte très, très cher. Merci beaucoup, Clémence. Merci à vous. Bonne fin de soirée en Israël. Clémence Dibou, qui est journaliste indépendante, elle séjourne présentement à Tel Aviv. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Catherine, on a un invité en studio, quelqu'un de très, très spécial, un chef étoilé. C'est pas tous les jours qu'on en accueille un. Ouais, c'est une rockstar de la cuisine. Il est à Montréal pour un événement très spécial pour la Fondation Ronald Denis. Donc, demain soir, au Four Seasons à Montréal, il y aura une cuisine conjointe avec le chef du Four Seasons. Et il y aura, il y aura une fusion entre le monde parisien et le monde montréalais. Simone Zanoni, bienvenue. Buongiorno a tutti. Je vais commencer par le début de votre carrière parce que j'ai lu que vous avez travaillé avec Gordon Ramsay et vous avez commencé vraiment au bas de l'échelle avec lui pour finalement grandir dans ses restaurants. Qu'est-ce qu'un homme comme Gordon Ramsay, qui est connu mondialement, qu'on voit dans la télé, vous a apporté dans votre carrière? Il a tout apporté en fait parce que moi j'ai démarré avec lui quand j'avais 21 ans. Il m'a amené un niveau de plongeur parce que je commençais avec lui autant que plongeur. Il m'a amené à chef de cuisine en 10 ans. Du coup, une carrière bien concentrée, bien dynamique comme il faut. Et assez dur parce que c'était quand même, on parle d'il y a 20 ans maintenant, 25 ans, c'est la vieille école, laquelle est encore très militaire, très protocolaire, très comme il faut, disons. Et aujourd'hui, bien sûr, on a changé un petit peu de méthode, on est sur des façons justement d'apprendre complètement différentes, mais moi je pense que j'ai eu la chance de vivre ça encore. Un dernier chef, justement, qu'ils ont vécu cette époque qui était peut-être dure, mais on apprenait beaucoup et beaucoup de valeurs. Parce que vous êtes le chef de l'hôtel Four Seasons, Georges V. Le restaurant s'appelle Georges. Les Georges, oui. Le Georges, exactement. Donc, cette façon très disciplinaire de faire la cuisine, vous ne l'appliquez pas dans votre cuisine à Paris? Disons que la façon que moi j'ai appris aujourd'hui, c'est plus l'air du temps. On était obligé. C'est pas on était obligé, mais c'était vraiment ma volonté d'apprendre aux jeunes en façon différente et pas avec la sévérité, mais justement avec l'apprentissage. Je voulais donner aux jeunes beaucoup plus de passion pour leur métier. Que moi à l'époque c'était beaucoup plus rationnel. C'était tu aimes comme ça, ou sinon c'est la porte. Vas-y. Et il y avoir quelqu'un d'autre qui prend ta place. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre n'existe plus.
On a une pénurie de personnel qui est très importante et on doit être beaucoup plus dans la diplomatie, beaucoup plus dans la pédagogie et donner justement envie aux jeunes d'y s'y mettre à ce métier qui, pourtant, c'est tellement un beau métier, mais qu'on a tellement donné mauvaise impression et que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent plus faire ce métier parce qu'ils pensent que c'est trop dur, hein, pas assez social et pas assez génial. Simonet, où est-ce que vous avez eu le goût de faire de la cuisine? Quand vous avez commencé à travailler là, avec Gordon Ramsay, est-ce que votre objectif était de devenir un chef ou à l'époque c'est un hasard qui vous a conduit là? Mais moi, le goût pour la cuisine, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était inné dans ma famille. Moi, je me rappelle encore les souvenirs de cuisiner avec ma grand-mère quand j'avais 5 ans, 6 ans. Je faisais les premiers gnocchis avec elle, la pizza avec mon papa. On avait un four communal dans le pays, dans le village, où on marquait les noms pour aller faire la pizza nous-mêmes. J'ai vraiment des souvenirs, vraiment très forts souvenirs autour de la table. Et quand j'ai commencé à faire mes premières études, je me suis rendu compte que je pouvais gagner ma vie en faisant quelque chose que j'aimais déjà faire. Et à partir de là, j'ai pas forcément regardé à l'arrière. J'ai commencé à faire une école de cuisine pendant 3 ans, 4 ans. Après, j'étais pas forcément un très bon élève à l'école, mais parce que je suis quelqu'un de très manuel, moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de cuisiner. Et vite fait, j'ai compris que je pouvais bien gagner, bien travailler en amusant. Et à l'âge de 18 ans, je me suis dit, il faut que je parte d'Italie parce que j'ai trouvé les pays trop petits. J'avais besoin d'apprendre l'anglais. Et là, l'Angleterre, le Cordon Bleu, Gordon Ramsay, c'était une succession de choses qui m'ont... Je n'ai jamais forcément trop réfléchi à ma carrière. J'ai toujours voulu avancer, aller de l'avant. Et j'ai toujours travaillé dans des restaurants étoilés. Jusqu'au moment que j'ai gagné mes propres étoiles. Oui, on se sent comment quand on gagne ses propres étoiles Michelin? Quand je suis arrivé à Versailles en 2008, on est arrivé avec Gordon Ramsay. J'étais le chef de cuisine. Nouveau pays, je parlais pas français à l'époque. Et en 12 mois, on a gagné 2 étoiles d'un coup. Je pense que c'était une des plus belles récompenses de ma vie. C'était très dur quand même parce qu'on a beaucoup sacrifié et en même temps, et après je voulais encore, j'ai dit que je voulais avoir mes propres étoiles et changement de cap. Je me suis un peu éloigné de Gordon Ramsay pour justement tracer mon chemin. Et vous avez retrouvé vos racines italiennes. Exactement, et j'avais vraiment envie de revenir à une cuisine italienne, conviviale, de partage. Et ça se trouve que les Four Seasons, à l'époque, venaient d'ouvrir un restaurant italien, un des plus beaux des palaces parisiens, français qui voulait avoir un restaurant italien. C'était fou, c'était génial. Très bonne idée. Et là, c'est depuis 8 ans, 9 ans que je m'épanouis dans cet restaurant et qui est à côté. J'essaie justement de faire plaisir aux gens avec une cuisine plus simple, fait maison. Est-ce que vous avez un plat signature? Est-ce que j'ai un plat signature? Moi, j'ai plusieurs plats signature parce que je trouve que je n'avais pas m'identifier derrière un plat. J'ai bien sûr des plats qui ont fait la signature du restaurant, la tatin de tomates avec la glace cacio e pepe, notre milanaise qui est façon vraiment différente. J'ai vu le carbonara à ma façon. Les carbonara à ma façon parce que je suis allé voir le menu du restaurant. Ouais. Parce qu'en fait, je ne tombe pas en bas de ma chaise. Les carbonara, c'était vraiment quelque chose. J'ai voulu reprendre des plats vraiment typiques, mais sans les trop changer et sans forcément avoir les 3/4 de l'Italie qui viennent justement essayer de monter dans l'Italie pour essayer de venger contre moi. Du coup, j'ai mis la carbonara à l'intérieur. On a des tortellini qui ressemblent à des tortellini normales, mais la carbonara est à l'intérieur. Du coup, ça explose en bouche. Wow. Et on flotte toujours entre la tradition et l'innovation. Est-ce qu'on veut proposer des plats traditionnels que les gens connaissent, mais est-ce qu'on veut légèrement les moderniser, les donner un peu d'intérêt et les rendre plus à l'air du temps. Et c'est ça un peu mon jeu. Mais surtout, moi, ce que je veux, c'est de mettre en avant la convivialité de la table. Le geste de s'asseoir à table et de partager un repas avec quelqu'un d'un restaurant, c'est pas juste que ça doit pas être de l'automatisme. C'est quelque chose que moi qui est profondément important. Moi, je m'assois pas à table avec n'importe qui, avec quelqu'un que je souhaite passer du temps, que je veux avoir un échange. Et la table est faite pour créer de la magie là-dedans.
Vous avez eu plein de personnalités à votre restaurant. Arnold Schwarzenegger, Monica Bellucci, Céline Dion, exactement. Est-ce que c'est important d'avoir ces grandes personnalités-là pour avoir la renommée d'un restaurant? Comment vous vivez avec la célébrité de votre public, dans le fond? Nous, on a beaucoup de votre clientèle. On a beaucoup de chance parce qu'on côtoie beaucoup de gens célèbres, que ce soit des gens politiques, que ce soit des acteurs, actrices, pilotes de Formule 1. Et je pense que moi, je souhaite les traiter comme tous les autres clients. Et je pense qu'ils viennent chez nous parce qu'on les traite comme des personnes normales. Dans une vie qui est très... souvent anormale, compliquée, avec beaucoup sollicité. Nous, on les traite comme des personnes normales. Ils viennent chez nous. Et ça leur fait du bien. Et en fait, ils ont leur table. On leur met pas la pression. On essaie justement... bien sûr que je peux prendre la fille de Sarkozy et l'amener en cuisine pour faire une glace avec moi. Ou la fille de Beyoncé, parce que vous avez enseigné à la fille de Beyoncé. Tout à fait. Mais en même temps, on souhaite justement qu'ils passent un bon moment, comme les autres clients. Et ça, je pense que c'est un avantage. Ça donne le goût d'y aller. Absolument. Mais demain, écoutez, si vous avez la chance, c'est au Four Seasons. Vous allez cuisiner avec le chef du Marcus, le chef Jason Desjardins-Morris. Et vous allez faire des plats conjoints. Et tout ça s'en va à un organisme, la Fondation Ronald Denis, qui s'occupe en fait de la santé des hommes, entre autres le cancer de la prostate. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez participer à cet événement-là demain. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir visités en studio. Simoné, moi, je veux dire quelque chose aux gens qui nous écoutent. Simoné, vous passez 4 ou 5 jours à Montréal, en tout et partout? 4 jours. 4 jours. Et déjà, Simoné nous le disait juste avant d'entrer en onde, il a grimpé le Mont-Royal à 2 reprises. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui vient nous visiter puis qui va à la découverte de la ville, qui en profite un peu. Alors, j'imagine que si vous avez le même degré de vous investir dans votre cuisine que vous le faites quand vous allez à la découverte des autres, la cuisine en sera certainement très bonne. J'ai des épreuves. J'ai des photos. Je me suis pris en selfie au bout de la montagne, même à côté du lac. Et hier, c'était une journée formidable. Il y avait plein de monde. C'était incroyable. Et une petite note, j'étais étonné. Les gens, ils me disaient bonjour en courant. Je dis, attends, il y a un problème. Je dis, peut-être qu'il... Et c'est incroyable comme les Montréalais, ils sont... en jogging, souvent, oui, quand on croise quelqu'un, on va se dire bonjour. Parce qu'à Paris, ça n'arrive pas. Hein. Merci beaucoup. Donc, Simone Zanoni, c'est vraiment un honneur de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Grazie mille. Allez voir l'Instagram, parce qu'il vous donne le goût de cuisiner en plus. Tout à fait. Merci encore.